Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Mon invité est Gilles Babinet, il est Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne, président du conseil d'administration et fondateur de Captain Dash, une entreprise spécialisée dans l'analyse des données, auteur de Big Data, Penser l'homme et le monde autrement aux éditions Le Passeur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes une star chez les geeks de l'Internet, les réseaux sociaux, les startups. Vous avez créé 9 entreprises, Gilles Babinet, dans le numérique en 20 ans. Vous avez été le premier à diriger le Conseil national du numérique, une instance consultative sous Nicolas Sarkozy. Vous êtes aujourd'hui Digital Champion de la France pour le numérique à Bruxelles, nommé par Fleur Pellerin quand elle était ministre du numérique. Pourquoi vous battez-vous ? Parce que je pense que ce pays est fantastique et que si on arrive à aligner deux, trois éléments de politique publique, on réussit à redécoller cette nation. Et c'est ça le rôle du Digital Champion ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est de faire en sorte qu'il y ait une politique européenne dans le domaine du digital et qui favorise finalement l'inclusion, le développement économique. On est très loin d'une Europe du numérique. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Et notamment, j'ai observé à l'instant que la présidence hollandaise en a fait l'une de ses priorités. La présidence des Pays-Bas. Ouais. De créer une Europe numérique. Oui, c'est dans leur priorité de leur programme de 6 mois de présidence de l'Europe. Bon, vous jouez un rôle en tout cas politique de lobbying aujourd'hui. Il a fallu rentrer un peu dans le moule. Vous êtes un autodidacte, vous avez passé, j'ai vu votre bac en candidat libre. Il faut rentrer dans le moule pour pouvoir justement assumer ce type de fonction ? Je pense que là, justement, l'intérêt de ce que l'on est, c'est qu'on essaie d'être différent et de le rester. Alors, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de me conformer au protocole des fonctionnaires et je considère que j'ai une voie libre. Mais ce n'est pas incompatible avec votre parcours. Non, je n'ai pas du tout envie de changer et je ne rentrerai pas dans le moule parce que je pense que ça n'a pas d'intérêt. Et vous gardez votre casquette d'entrepreneur ? Et je garde par ailleurs ma casquette d'entrepreneur qui m'évite de devenir un peu, finalement, comme ce qu'on reproche aux acteurs politiques. C'est-à-dire ? Très compassé, incapable de voir la modernité, de comprendre l'esprit du temps. C'est comme ça que vous les percevez ? Ah oui, très largement. Alors vous dites que le numérique est une révolution équivalente à celle de l'imprimerie inventée par Gutenberg en 1454. Alors quand on connaît l'impact de cette révolution de l'imprimerie, à la fois dans la mémoire, dans l'histoire de l'humanité, la comparer au numérique, n'est-ce pas un peu exagéré ? Non, je ne crois pas parce que c'est de l'information et ce qu'a fait Gutenberg finalement, c'est diminuer le coût de la distribution de l'information en l'imprimant tout simplement et il a provoqué les lumières, les révolutions industrielles de ce fait avec un certain effet de latence, mais là on a la même chose. On a la même chose, vous pensez que c'est la même chose ? Oui, le coût de l'information devient marginal. Simplement sur la diffusion des données. Écoutez, je vous donne juste un exemple. Sébastien Thrun, l'inventeur des MOOC, c'est les cours par Internet. Il disait, moi j'étais professeur à Stanford en intelligence artificielle, j'enseignais à 140 personnes. J'ai fait un MOOC, le premier MOOC que j'ai fait, les gens qui l'ont fini, même pas ceux qui l'ont commencé, c'est 35 000 personnes. Vous passez de 140 à 35 000 personnes, vous voyez bien que vous avez un moment dans l'histoire de l'humanité. Si vous arrivez à répandre une compétence qui est extrêmement sophistiquée, mais essentielle comme celle de l'intelligence artificielle, faire en sorte que dans tous les pays, vous puissiez disposer de ça, vous changez le cours de l'histoire. Alors à l'époque, il y avait des moines qui pouvaient justement canaliser un petit peu tout ça, des copistes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un peu de tout, tout de même sur Internet, difficile de faire le tri. Oui, il y a le meilleur et le pire sur Internet, mais en matière d'éducation, vous avez un changement de paradigme qui est certain. Et un gros potentiel. Alors vous trouvez des similitudes également entre Daesh et le modèle numérique. Alors pas seulement dans leur propagande, mais également dans leur organisation, là en quoi ? Alors c'est moins vrai de Daesh sans doute que ça l'était de Al-Qaïda, mais le modèle cellulaire, effectivement, a été... Il y a un certain nombre d'analystes des enjeux du renseignement qui ont noté que ces modèles étaient difficiles à atteindre parce que extrêmement distribués. Et c'est une similitude avec ce que l'on retrouve dans l'organisation des projets numériques d'une façon générale, ou même... Ça veut dire que c'est horizontal ? C'est très horizontal. C'est très horizontal. Donc, si vous voulez réussir à abattre le système, vous êtes obligé de casser plusieurs cellules en même temps, et c'est évidemment difficile à faire parce que le propre des cellules, c'est d'être autonome. Donc, c'est compliqué. Et c'est souvent ce qu'on appelle des guerres asymétriques, c'est-à-dire où vous venez avec une armée d'un côté, puis de l'autre, vous avez des guérillas qui sont très déstructurées, donc c'est difficile d'arriver à les... Vous parlez de cellules, c'est donner un côté organique à l'Internet et à Daesh aussi. Vous savez, l'Internet, à la base, le web, c'est un système cellulaire. C'est un système qui repose... Si vous détruisez Internet à un endroit, il continue à fonctionner par ailleurs. Donc c'est un petit peu la base de ce système, c'est l'horizontalisation du monde. Et c'est vrai aussi bien pour l'information que pour la gestion de projets, que potentiellement
pour des actions militaires du XXIe siècle. Alors vous êtes très critique de la France, hein, Gilles Babinet, de son positionnement à l'égard du numérique. Vous dites qu'il n'y a pas de diplomatie numérique, le big data, donc les fameuses données numériques sont peu utilisées par le CAC 40, mais aussi par l'État. Vous dites que l'État français empêche d'entrer pleinement dans ce nouvel âge. Donc l'État est véritablement un frein en France ? Oui, on aime bien la verticalité. L'État, c'est nous tous, d'une certaine manière. On a voulu avoir ces institutions qui datent principalement de Gaulle, hein, donc dans une époque de guerre, en fait, donc la guerre d'Algérie. On construit des institutions extrêmement verticalisées. C'est archaïque pour vous ? C'est très archaïque, c'est très dépassé, ça ne correspond pas à l'esprit du temps. Et personnellement, je pense que si aujourd'hui on se plaint beaucoup des corps politiques, c'est principalement parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter à cette nouvelle donne de la modernité qui est l'horizontalisation du monde. Et ça, vous le ressentez en particulier en France, parce que par exemple, aux États-Unis, l'État, me semble-t-il, accompagne véritablement ce mouvement de l'Internet. Je veux dire, même le complexe militaro-industriel pousse finalement l'Internet. Oui. Alors, les États-Unis, c'est un modèle assez particulier, mais si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les pays scandinaves qui ont vraiment horizontalisé leurs institutions et qui font en sorte qu'il y a une cohésion sociale qui est plus importante. Et en même temps, il y a des acteurs du numérique qui sont extrêmement puissants dans ces pays-là. Et je suis absolument certain qu'on continuera à avoir une crise institutionnelle comme on la connaît depuis maintenant des années, tant qu'on ne changera pas la Constitution, pas dans le sens d'ailleurs de ce que l'on envisage de faire dans quelques semaines. Ah bon, d'accord. Donc vous voudriez changer la Constitution pour justement favoriser le numérique. Vous pensez que ça passe par là aussi ? Oui, c'est au-delà de ça. Je pense que, encore une fois, on est dans un monde qui est horizontalisé très nettement et qui va être de plus en plus horizontalisé. L'efficacité. Donc qu'est-ce qui vous choque ? Le principe de précaution, par exemple ? Non, c'est pas ça. C'est le fait que vous ayez un modèle très très verticalisé avec un modèle présidentiel fort. Je pense que dans un monde où la compétence est très massivement distribuée, ça n'a plus de sens de continuer à fonctionner de cette façon-là. Il faut ajouter un principe de liberté, peut-être, dans le numérique ? Bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup plus de liberté, il faut que la société civile soit plus présente, il faut qu'on rentre dans une démocratie qui soit beaucoup plus participative. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on peut faire avec le numérique. Si on a une démocratie représentative, c'est parce que quand on a inventé la démocratie, on avait besoin d'avoir des gens qui représentaient ceux qui étaient dans les champs, loin de Paris, loin du pouvoir. Maintenant, avec le numérique, vous pouvez avoir une organisation du pouvoir fondamentalement différente. C'est ce que l'on voit partout, sauf dans l'État. Emmanuel Macron veut créer le CAC 40 de demain avec des sociétés innovantes. Il l'a dit au CES, le ministre de l'économie, à Las Vegas. La France s'en a-t-elle les moyens ? Non, alors, d'après si on vous écoute. La France est un pays qui a une culture ingénieuse, vraiment au sens étymologique du terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je continue à me battre. C'est que je crois à ce pays, je crois à son potentiel. Mais je crois qu'il continue à vivre dans un certain nombre de mythes, dont la verticalité du pouvoir, qui sont dangereux. Emmanuel Macron aussi vit dans ce mythe ? Je ne sais pas si Emmanuel en particulier, je vise personne en particulier, je vise finalement le modèle institutionnel que l'on a choisi d'avoir. Et qu'attendez-vous de sa loi, justement, Macron 2 ? Va-t-elle changer les choses ? On ne va pas aller jusqu'à modifier la Constitution. On ne connaît pas encore la teneur de sa loi, mais je pense qu'elle a surtout une nature économique qui est bienvenue et nécessaire. Sur l'entrepreneuriat. Entre autres sur l'entrepreneuriat, mais pas que, d'après ce que je comprends. Et il faudra sans doute un jour aller plus loin. J'entends absolument pas parler de cette volonté dans le corps politique actuellement. Big Data, vous dites, de gros potentiel dans l'univers de la santé. Mais alors là, ça pose évidemment des problèmes sur les données personnelles de chacun. Est-ce qu'on peut partager un certain nombre de données personnelles médicales ? Comment trouver justement le juste milieu, Gilles Babinet, pour justement que ça puisse être utile également à la santé ? Voilà un enjeu qui a une belle nature politique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des risques qui sont avérés et importants, qu'on viole vos données d'une certaine manière et qu'on en fasse quelque chose que vous ne souhaitez pas. Parce que l'ADN de chacun doit rester confidentiel ? Par exemple. Et puis de l'autre côté, vous avez un potentiel qui est extraordinaire, c'est-à-dire de faire en sorte que vous passiez d'une médecine qui aujourd'hui est post-traumatique, on attend que vous soyez malade pour vous soigner, à une médecine qui devient personnalisée et préventive. Et ça, c'est un confort incroyablement supérieur à ce que l'on peut connaître, puis des économies très substantielles par ailleurs. Mais pour faire ça, vous devez changer de logiciel au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes dans une rupture qui est proche de celle de Pasteur, qui amène vraiment des méthodes très nouvelles dans le monde de la médecine. À l'époque, il y a plus d'un siècle, eh bien, on est à peu près à une frontière de même envergure aujourd'hui. Alors on pourrait arriver à l'univers de Gattaca, où finalement on pourrait faire une sorte d'eugénisme à grande échelle, sélectionner les gamètes de chacun. Enfin, ça c'est le risque, c'est la dérive possible. C'est le risque, et c'est pour ça que ce sont des enjeux politiques. C'est-à-dire qu'il faut que collectivement on décide de ce que l'on veut faire.
Finalement, la technologie, c'est une technologie qui est relativement neutre et il faut qu'on ait un débat au sein de la cité sur qu'est-ce que l'on veut accepter, qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter. C'est comme ça que ça fonctionne. L'autre grand débat, c'est celui sur l'intelligence artificielle, puisque les Américains, Google, Facebook, Elon Musk aussi investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Alors, le mathématicien Stephen Hawking, lui, affirme qu'il s'agit de la plus grosse menace contre l'humanité. Alors, quels sont les risques, Gilles Babinet? Est-ce que finalement, c'est parce qu'il y aurait quelques boîtes privées qui mettraient la main sur les robots les plus puissants du monde et pourraient finalement livrer à des expérimentations entre les humains et les robots? C'est ça le risque, ou comment avancer justement? C'est un risque, dans l'intelligence artificielle. Moi, le risque que je vois avant tout, c'est un risque beaucoup plus simple que ça. C'est, par exemple, que vous perdiez la mémoire, tout simplement. C'est-à-dire que vous ayez tout le temps un petit assistant qui vous dit ah, ton sac à main, tu l'as laissé là-bas, et puis là, tu vas devoir aller à tel rendez-vous, etc. Et au bout d'un moment, vous allez changer la conformation de l'organisation de votre cerveau. C'est ce qu'on voit. Quand on fait des scanners de très jeunes adolescents, on s'aperçoit que le modèle neuronal, la façon dont ils ont câblé leur cerveau, est extrêmement différente de ceux qui sont un peu plus vieux qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent plus à la mémoire. En revanche, ils sont massivement multitâches. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'écouter quelque chose en même temps que de lire quelque chose sur plusieurs écrans et de regarder la télévision, etc. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça modifie totalement la société, la façon de penser. On modifie, moi ce que je dis assez souvent, une révolution anthropologique. C'est-à-dire que vous changez réellement la nature dont les gens interagissent, la nature de leur perception. Donc c'est une révolution qui est bien au-delà de la technologie. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on ait une forme de réflexion collective sur ces enjeux-là. Pour justement en déceler les opportunités aussi. Oui, parce risques. que, vous savez, on a des enjeux qui sont importants. On va être 11 milliards prochainement, donc il va falloir nourrir tout le monde. Et puis, il va falloir également traiter des enjeux de sécurité, des enjeux de santé, des enjeux de déplacement, etc. Donc on ne pourra le faire qu'à condition de faire en sorte qu'on comprenne la projection dans la modernité. Et c'est pour ça qu'il faut aussi une révolution politique. Merci beaucoup, Gilles Babinet, d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.